Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, c'est une maman. Une maman et je vais vous avouer une chose avant de la faire arriver. C'est la première fois que je vais discuter avec une maman qui s'appelle Magdalena. Bonsoir. Bonsoir Magdalena. Bon Magdalena, est-ce que vous avez le droit de dire dans quelle région vous êtes et puis éventuellement vous présenter simplement. Et puis après, vous allez raconter votre histoire. Allez-y Magdalena. Donc, je suis une jeune maman de bientôt 33 ans, d'un petit garçon de 9 ans. Et j'étais, alors encore récemment sous peu, j'étais directrice d'agence de service à la personne. D'accord. Et en fait, j'ai eu un très très beau parcours professionnel puisque je suis moi-même une enfant pupille d'État qui vient de l'ASE. D'accord. Bon, ceci explique cela des fois. Voilà. Si hein, c'est un peu... Bon, eh ben Magdalena, vous êtes dans quelle région? 59, Lille. Lille, d'accord. Bon, eh ben Magdalena, ce que vous allez faire, vous allez nous raconter votre mésaventure, parce que c'est plus qu'une mésaventure, c'est d'une tristesse absolue quand ça touche le monde de l'enfance. D'accord? Voilà. C'est surtout que là, on en parle. Moi, les faits sont encore très chauds, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut mettre des mots que après la vidéo ou avant, on pleure pas, on a du mal à s'alimenter, à dormir. On tient en fait en se disant on a besoin de notre discernement et les dernières forces pour tenir dans cette histoire finalement. Ouais, bien, je sais. Donc, moi, mon rôle, comme Magdalena a dû le constater, c'est justement de donner la parole. C'est une manière de comment d'exorciser un mal. Hein. C'est très important. Donc, quand on voit, quand on entend d'autres témoignages, des fois, on se dit, bah tiens, est-ce que mon cas, il est similaire? Est-ce que la manière de dire, de faire, c'est un potage que vous buvez? Alors non, moi je tourne au café en ce moment. Ah bon, alors, parce qu'à cette heure-là, ça aurait pu être un potage, mais vous avez le droit. Donc vous, vous êtes comme les autres mamans. Exactement. Voilà. Donc là, ce que je voudrais savoir après, c'est que vous racontiez comment cet incident il est arrivé, comment, parce qu'on vous a enlevé votre enfant, hein, c'est ça, de toute façon. Oui, Hein. il y a une semaine et demie. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, pour que les gens comprennent bien, c'est la mécanique qu'ils ont mis en place pour vous enlever l'enfant. D'accord? Parce que les Exactement. gens doivent comprendre ça, les gens. D'accord? Tout à fait. Donc, il y a 3 ans en arrière, je suis une maman dynamique qui fait énormément d'heures. Donc, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez un contrat de 151h67 que vous faites 151h67. Quand vous êtes responsable d'un service et pour lequel c'est du domicile, vous faites souvent le double, voire un peu plus du double. Donc, on est plus, voilà. Donc, mais c'est pas pour autant que vous occupez mal votre enfant ou quoi que ce soit. Donc, il y a en 2019, je remarque en fait avec l'établissement de mon petit garçon que mon fils a du mal à se concentrer à l'école et un trouble de l'attention. Il est toujours dans sa tête, un enfant très jovial mais secret. Vous voyez, très, voilà, adorable en soi, très souriant, mais dans son monde. On constate aussi des légères lacunes où plus on avance dans le temps, au plus qui est compliqué puisqu'on se sent seul, hein, clairement. Donc c'est de là où on me dit mais on ne peut pas diagnostiquer un enfant de 6 ans, il faut attendre 7 ans voire plus pour le diagnostiquer, etc. et pouvoir l'accompagner. Et là, je me dis, mais c'est pas du tout normal. On se retrouve dans un quotidien avec un enfant où vous répétez 20 000 fois le matin, Raphaël, va te laver les dents, va t'habiller, mange, dépêche-toi, gardez. Là, je l'ai pas sous la main parce que je pense pas, non, il est parti dans sa chambre. Vous travaillez avec des sabliers pour lui donner une notion du temps, de l'environnement, etc. Mais c'est pas suffisant. Vous savez qu'au plus qu'un enfant est grandi, au plus ça s'accentue dans le temps si vous n'y travaillez pas. Donc, je fais un premier appel en fait à l'UTPS de Moulins, où est-ce que je faisais partie quand j'étais toute petite à l'ASE. D'accord? Alors, l'UTPS, que les gens comprennent, UTPS, le sigle, c'est quoi, UTPS?
Alors, c'est anciennement UTPS. Maintenant, ça a encore changé de nom, hein, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors, Maison Nord Solidaire, anciennement Unité territoriale de prévention action sociale. D'accord, c'est pour rappeler ça. D'accord? Voilà. Et en fait, j'ai toujours gravité sans le vouloir autour d'eux, puisque dans mon travail, c'est eux qui m'envoyaient mes bénéficiaires. Et en étant jeune, donc pupille d'État, c'est que de mes 2 ans et demi jusqu'à mes 17 ans, puisque j'ai demandé une émancipation, j'ai toujours été à cette maison-là. Donc, vous imaginez, en étant maman y retourner, c'est que vous mettez toute votre foi en disant le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, je suis maman. J'ai un besoin pour mon enfant pour lequel je ne peux pas lui donner parce que même si je suis professionnelle, vous n'êtes pas superwoman, superman et D'accord? voilà, vous n'êtes pas tout ça. Et donc, je pousse la première porte en disant que je suis vraiment fatiguée par mon quotidien, que Raphaël, j'ai besoin d'une auxiliaire de vie à la maison et j'ai surtout besoin qu'on m'aide de comprendre comment agir avec mon enfant. D'accord? Là, Voilà. il a quel âge? Là, il a 5 ans à ce moment-là. Non, il a 6 ans, il part sur ses 7 ans. D'accord. Voilà. Et en fait, un matin de trop plein, fatigué, etc., j'ai failli en fait lever la main sur mon fils. Ah oui, d'accord. Donc, ça, Voilà. c'est embêtant. Voilà, et ça, c'est 3 mois après d'avoir contacté les services sociaux qui n'ont rien fait, hein, les assistantes sociales qui ont relativisé les choses en disant que c'était normal. Et de ce fait-là, bêtement, comme maman normale qui a un discernement, qui se dit, mon Dieu, j'ai failli faire un geste qui n'était pas en adéquation avec la situation et surtout face à quelqu'un d'innocent. Il ne pouvait pas se défendre face à moi. Mais bien sûr. Voilà. C'est déjà de se rendre compte de ça, c'est très important. Voilà. Et en fait, la priorité, c'est je suis plus dans un état émotionnel possible. Donc, pour protéger mon petit garçon et qu'on m'aide parce que je suis exténuée, je rappelle l'ASE et j'explique ce qui vient de m'arriver ou le déposer mon enfant à l'école. Ça veut dire que j'arrête de travailler, j'arrête tout et je demande tout de suite de l'aide. Il est précisément 9 heures du matin. Ils me demandent de réfléchir à ce qui vient de se passer et me prendront qu'en urgence à partir de 13h30 à la permanence. D'accord. Soit. Je vais avec mon petit garçon là-bas directement et là entame un début de guerre. Parce qu'elle me dit, écoutez, Madame Magdalena, c'est soit on place votre enfant dans une famille d'accueil, soit on place votre enfant dans un foyer. Ah bon? Ah oui, oui. Mais je comprends pas. Ils décident ça alors que vous leur demandez une aide et ils décident de placer le gamin. De me proposer. On est dans un échange d'accords. D'accord? Ah oui. Donc, et Voilà. là, je suppose que vous décidez nous. Ah bah bien évidemment. Bon, c'est là que ça devient pervers. Exactement. Mais ça a duré dans le temps. C'était malsain dans le temps. Donc, je ne bouge pas du bureau. Je décide de jouer le tout pour le tout à cette époque-là, de ne prévenir personne dans mon entourage et de rester dans ce bureau en expliquant à l'assistante sociale qui était de permanence qu'il faut trouver une solution. Et là, en fait, rentre dans les menaces. Ah Donc, oui? il faut savoir que c'était au bout de 4 heures que j'ai dû prendre une décision à mon encontre. C'est pas un placement, mais mon fils est entré en internat. Pardon. Et de là, on m'explique qu'une équipe éducative pour mon petit garçon va être mise en place, qu'on va pouvoir mettre un projet personnalisé d'après l'établissement, etc., une équipe éducative, etc., qu'en plus de ça, il jouira d'une classe de 10 élèves adaptés, etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, c'est une école pour laquelle le programme scolaire n'est pas comme dans une autre école. On facilite, excusez-moi du terme violemment, mais on débilise vos enfants. Ça veut dire qu'au moment où vous mettez votre enfant dans cette institution-là, vous ne pourrez plus jamais le mettre dans une école privée ou dans une école lambda classique parce que le programme n'est pas le même. Mais ça, ils ont omis de me le dire. D'accord.
Voilà. Donc on prend cette décision, bien évidemment, en accord avec mon petit garçon de 7 ans. Hein. Vous imaginez que c'est pas forcément évident. Mon enfant n'est pas forcément d'accord. Il a fallu plusieurs jours où j'ai voulu bien faire les choses. Ça veut dire qu'il a quitté tranquillement l'école, d'accord. Et après seulement, il a été en RPD. Mais je fais un petit crochet. C'est que dans les 3 mois, vous savez, où j'ai interpellé l'assistante sociale et avant d'avoir eu le geste de lever la main, c'est que j'étais tellement à bout qu'un soir, je voulais tellement pas laisser mon fils, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est que j'ai pris mon fils par la main, j'ai dit on va aux urgences et coûte que coûte, tu seras vu par un pédopsychiatre. Et toutes les vacances d'octobre, il a été hospitalisé à Saint-Vincent-de-Paul pour être diagnostiqué. Ou à la fin de son hospitalisation, on me dit que je rentre dans une liste d'attente interminable, donc 1 an et demi, avant qu'il soit pris en charge par un GHICL. C'est une sorte d'organisme où il y a tous les praticiens pour faire des bilans. D'accord. Voilà. Malheureusement, je rentre à mon domicile, je rappelle le TPS, rien n'est fait, mais vraiment rien. Et donc de là, la main, etc. Donc, on décide de prendre une semaine, mon fils et moi, et de faire les choses bien avec l'internat, etc. Puis, il y a des choses qui me dérangeaient un peu. On me disait que c'était des enfants tout à fait lambda, etc. On m'avait jamais prévenu qu'en fait, c'est des enfants soit avec un trouble du comportement, soit des enfants qui ont eu des mesures de placement parce que les parents eux-mêmes étaient en mesure tutelle ou curative. D'accord. Voilà. Donc, j'ai en fait jeté mon enfant là où est-ce qu'il fallait pas, mais j'ai été sauvée quelque part parce qu'il a eu une superbe éducatrice et une superbe instite qui m'a permis de pouvoir faire confiance à l'établissement et de pousser des murs pendant 3 ans. D'accord. Donc la première année qu'il est là, le projet individuel s'est mis en place. Donc il arrive en octobre, hein, fin octobre, début novembre. Et le projet individualisé de mon fils, bien évidemment, en étant forte de caractère et de café, j'ai demandé de droit d'avoir le projet personnalisé de mon enfant, que c'était pas normal qu'on est en février et que rien n'est mis en place. D'accord. Ah oui. Il faut connaître le système, on demande. Voilà. Donc de ce fait-là, je vois que l'établissement sont un petit peu, voilà, foutez-nous la paix. Je décide de ne pas abandonner. Je demande un premier appel du dossier Gevasco. Donc dossier Gevasco et MDPH pour mon petit garçon pour qu'il soit diagnostiqué. Mais pour en arriver là, vous êtes dans l'obligation en tant que parent de faire des bilans par les praticiens, donc orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotes. Ouais. Voilà. Je continue, coûte que coûte, même si mon métier est difficile. Donc, dans ce qu'il faut comprendre, je vous ferai une conclusion à la fin de votre vie de femme, votre vie de maman et votre vie professionnelle, qui a énormément de sacrifices dans tout ce parcours. D'accord. Et donc, je vois, en fait, je mets en place tout de suite une première orthophoniste qui est formidable, que j'adorais, qui a malheureusement déménagé, et qui m'accompagne et qui me dit, Magdalena, poussez les portes et allez voir la médecine scolaire. Ça a été un branle-bas de combat de pouvoir décrocher un rendez-vous avec la médecine scolaire, que j'ai vu le docteur Perrin. Et quand elle a vu un petit peu tout ce qu'on avait mis en place, tout ce qu'on avait poussé, elle nous a vraiment aidés. Et elle a fait une note à l'établissement en disant que là, effectivement, il fallait appuyer le projet personnalisé. Sauf que l'établissement ne me tienne pas au courant des résultats. Enfin, il y avait des résultats scolaires qui me paraissaient très bizarres parce que moi, j'étais quand même la maman qui avait quand même mis des choses à domicile. Donc, ça veut dire que mes week-ends, je les passais à faire des devoirs à la maison, des activités ludiques, etc. Et qu'à un moment donné, je me rends compte qu'entre ce qui est noté dans le bulletin, en acquisition, à la maison, ce n'était pas du tout acquis. Exemple, l'écriture. Mon fils écrivait en capitale détaché, alors qu'il aurait dû écrire déjà en cursive. Oui. Voilà. Donc, c'est des petits points qui sont quand même alarmants. Et puis, qu'on vous dit que sur votre bulletin, c'est de l'acquis. Donc, j'ai tout de suite continué à pousser des murs et des murs et des murs. J'ai laissé sur le côté, en fait, l'assistante sociale, parce que je savais que j'avais le droit à rien. J'allais de temps en temps à leur rendez-vous pour qu'elle me fiche la paix. Et surtout, d'expliquer le quotidien d'une maman célibataire et en même temps responsable d'une agence. Donc le poste de cadre, et qu'on avait vraiment besoin de soutien et qu'on attendait vraiment de leur part un changement.
On n'est pas là pour qu'ils éduquent nos enfants à notre place, mais de faciliter notre quotidien pour éviter justement les changements émotionnels des parents. Bien oui, c'est ça. Voilà. Donc, on sait que l'État a des subventions. Il y a des subventions, je peux vous le dire, moi, pour une personne handicapée MDPH, quand on peut avoir des dossiers 24-24, imaginez-vous que c'est entre 21 euros et 23 euros de l'heure. À l'État, une personne handicapée 24-24, ça coûte entre 14 et 18 000 euros par mois sur vos impôts. Oui, c'est juste pour ça, en fait. Voilà. Et bref, et donc je décide de faire tous les bilans possibles et inimaginables, ortho, pédo, psychomote, j'arrive à pousser des murs au CMPP pour être prise en charge, mais il n'y a rien qui tient la route, jusqu'au moment où je commence moi-même à être fatiguée, puisque je vois que rien ne change, rien ne change. Et je me dis, je ne comprends pas, c'est censé être des docteurs et certains des praticiens, et je ne vois aucune évolution dans l'accompagnement de mon petit garçon. Au point où mon fils ne veut plus aller chez l'orthophoniste. Là, dernièrement, j'ai arrêté les soins et ça m'est reproché dans mon OPP parce que, en fait, au lieu de travailler son graphisme, là où est-ce qu'il a un problème, il n'a pas de 10, mais c'est très faible en cotation. On préfère jouer aux policiers et aux voleurs. Voilà. Ou ça, c'est en psychomote. En orthophonie, jouer au jeu du ni oui ni non ou faire du puzzle, c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Il vous donne rendez-vous à 11h45. Et encore, c'est parce que j'ai dû demander. Sinon, pour eux, c'était plus important de retirer votre enfant de l'école pour qu'il suive ses rendez-vous CMPP. Parce que je n'ai jamais été d'accord. J'ai toujours dit l'école, c'est l'école. Les suivis doivent être à l'extérieur. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Donc, mon fils n'avait pas l'école le vendredi après-midi. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le vendredi matin à 11h45. Donc, c'est sortir Raphaël à 11h pour le déposer à 11h45. Et le second rendez-vous, c'est 13h30. Donc, vous imaginez les allers-retours et l'attente, etc. Donc, c'est pas correct. Surtout que le vendredi, les enfants sont à l'école. Donc, j'ai plus d'aisance qu'un autre parent, malheureusement, de pouvoir avoir un rendez-vous collé sans entacher la scolarité de mon fils et on me l'a refusé. Oui. Voilà. Alors, il ne faut pas tout être négatif dans cette histoire. C'est qu'on sait que l'État donne de moins en moins de moyens aussi pour intervenir dans le cadre des enfants. Ça, on le sait. Mais c'est pas une raison de se victimiser et de jouer cette faiblesse en disant on n'y est pour rien, c'est l'État. Non. Vous prenez vos responsabilités comme nous, les parents, on prend nos responsabilités. Donc cette année en octobre, toujours en octobre, je me rends compte que l'établissement ne fait toujours rien malgré que j'ai tous les bilans et le dernier ergothérapeute qui était à ma charge qui m'a coûté 200 €. Vous n'avez le droit à aucune aide. Ce n'est pas reconnu par la Sécu, vous payez point et vous en avez besoin pour votre dossier MDPH. Ouais. Donc, ne voyant pas l'établissement bouger, je reprends contact avec l'UTPS et de l'UTPS, enfin mon assistante sociale, dira-t-on, et je demande qu'elle intervienne puisque j'ai que des refus depuis de nombreuses années maintenant de l'établissement et de la mairie pour mettre en place mon dossier MDPH et GBASCO. Donc, et je demande même qu'on mette en place un plateau technique pour Raphaël et ça, c'est au bon vouloir du chef d'établissement. Et les chefs d'établissement vont jouer sur le fait que tant qu'il n'y a pas de mesure MDPH qui est mise en place, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire. D'accord. Voilà. Ce qui est très, très aberrant parce qu'on se rend compte que finalement, on restera seul dans notre quête. Et je continue malgré tout à faire les CMPP, etc. Le week-end, les vacances scolaires, à faire travailler mon fils, travailler, au point où m'oublier moi et ma santé. Parce que je veux que mon fils réussisse. Et j'ai eu, même si j'étais une enfant de l'ASE avant d'être placée, j'étais en famille d'accueil, j'ai eu un petit peu de chance quand même parce que malgré tout, j'ai eu des bonnes bases. Et dans mon éducation, ce que j'ai toujours appris, c'est quand on a voulu un enfant, on y va jusqu'au bout. On est maître, gardien de son avenir. Moi, en tant que maman, je suis responsable de sa santé, de sa sécurité, de tout ce que vous voulez de morale, etc. Mais c'est surtout que je suis la personne qui doit lui donner les clés pour son avenir et surtout le préparer à la société actuelle. Oui. Et que si on ne lui donne pas les moyens nécessaires maintenant, plus tard, il sera un reclus de la société. Et ce n'est pas ce que je veux parce que je sais qu'il a le potentiel et tout le monde a dit qu'il avait le potentiel. Ok.
Voilà. Donc, faut jamais désespérer, toujours croire en ses enfants quand on sait que les résultats tombent et qu'il y a une progression et peu importe si on vous laisse tomber. Tapez à toutes les portes, même si un jour on vous punira. Vous savez qu'un jour, si votre enfant y grandira, vous lui expliquerez la vérité. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à me fâcher fortement, donc au point d'appeler l'UTPS pour qu'ils interviennent pour le dossier Gevasco. Et là commence, mais vraiment une guerre. Une guerre où ils ont commencé à fouiller dans ma vie, comme ça. Voilà. Et d'un coup, je n'ai plus une assistante sociale parce qu'il n'y en a plus. Ils n'ont plus de personnel assistante sociale, donc j'ai le droit d'avoir une chef de service. Ah bon? Voilà. Et en plus de ça, qui a l'honneur de me dire, ah bah c'est bien, nous sommes deux chefs de service. J'ai pas compris le comportement. D'accord. Donc là, ils vous mettent dans une comparaison. Enfin, c'est incroyable parce que vous les gênez, donc ils vous mettent un guerrier à la hauteur de votre manière de vous défendre. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette dame-là va me faire des leçons de morale sur ma vie. Carrément. Comme elle me dit, par exemple, moi j'aime bien, alors chacun chez soi et Dieu pour tous, hein, je veux dire, tout le monde le vit comme il veut, mais moi j'aime bien avoir une maison rangée, j'aime bien que mon repassage soit fait, j'aime bien que mon garçon soit propre. Avec Oui. du repassage, voilà, c'est chacun sa façon de faire. Et que bah, c'est fatigant de vous rentrer chez vous, vous avez les devoirs, le repassage, le ménage, la bouffe, vous vous occupez de vous à 22 heures du soir. Et à un moment, c'est ce qu'on expliquait en se disant que bah, notre vie, finalement, c'est même pas le week-end, parce que le week-end, bah, vous rattrapez tout ce que vous n'avez pas fait la semaine. Et de Oui. là, donc, je me permets, hein, je vais citer son nom parce que j'en ai rien à faire. Elle s'appelle Madame Durand-Émilie. Et elle a le culot de comparer sa propre vie à la mienne en me disant Oui. qu'elle a 4 enfants et que elle a des tocs en fait comme les miens, qu'elle ne supporte pas que ses placards soient rangés au carré, etc. Et je l'ai stoppée. J'ai dit, mais Madame Durand, votre travail n'est pas mon travail. Vous faites 9h, 17h, vous avez un mari et vous avez fait un choix. Donc ne comparez pas ma vie à la vôtre. Et ça ne lui a Oui. pas plu. Ça m'étonne pas. Voilà. Mais je suis quelqu'un d'entière. Non, Dans non, mon... c'est bien. À entière, en tout cas, vous dites ce que vous pensez tel que vous le pensez. Voilà. Il n'y a pas de Bon, demi-mesure chez moi. ouais. C'est bien. Ça a le mérite d'être direct, en fait. Et donc, elle a mal réagi à cause de ça. Elle a commencé à mal réagir. Ça veut dire qu'à un moment, elle s'est attaquée à mon travail en me faisant un petit peu des petites menaces. Que c'était pas normal, que je faisais autant d'heures, que c'était pas bon pour Raphaël, etc. Que il y a un moment donné, il fallait que je choisisse entre mon fils et Raphaël, mon fils et mon travail. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Donc, au point où à un moment donné, j'ai le droit d'avoir une subvention pour Raphaël qui est de la région. Et comme en fait je suis tenue tête, elle m'a fait une menace qu'elle n'avait pas le droit. Elle a C'est-à-dire, envoyé un courrier et elle m'a menacé de suspendre cette subvention. ah oui? Alors qu'elle n'avait pas le droit. Je l'ai su il y a quelques jours. D'accord. Mais alors, la subvention, elle était allouée par qui? C'est Par la suite à une région. demande. C'est une Par demande la... qui a été faite et qui a été accordée. Voilà. Donc cette demande, en plus, elle datait d'il y a un an. Donc elle n'avait plus lieu d'être normalement. Donc D'accord. c'était pour les frais d'internat qui coûtent 1 800 €. D'accord. Voilà. Et encore, c'est pas cher à rapport d'autres établissements. Et de ce fait-là, elle me dit si vous venez pas au rendez-vous et que vous échangez pas avec nous, ça va être simple, Madame Prévost, je ne vous donnerai pas votre subvention. Et moi, je me suis toujours dit, à un moment donné, quand on te donne quelque chose, tu ne refuses plus. Voilà, c'est pour ton petit garçon. Et toi, tout ce que tu ne payes pas malheureusement, bah, tu peux profiter le week-end, etc., avec ton petit garçon, faire des activités. Ouais. Alors c'est dur mes propos, mais je resterai quelqu'un d'entier. Je suis pas une profiteuse de l'État, loin de là. Hein. Et donc je vois en fait la menace arriver à 15 km, la pression au travail, et je me dis quel est le plus important. Donc j'ai pris un discernement. J'ai pris les vacances scolaires, j'ai profité de mon petit garçon, je l'ai pas mis au centre aéré, on a vécu comme des petits fous. Et donc j'ai réfléchi, j'ai dit pour pas être embêtée, j'arrête ma profession. Voilà, je vais aller dans leur sens. Ils ont gagné, j'arrête. Je suis passionnée par Carrément. Carrément.
Ah, carrément. J'étais passionnée par mon travail. Mes filles, elles étaient pas très contentes. Alors, quand je dis mes filles, c'est mes collaboratrices. Parce que j'ai toujours eu des chouettes collaboratrices et auxiliaires de vie adorables qui ne connaissaient pas ma vie, hein, bien évidemment. Mais elles-mêmes étaient des mamans célibataires précaires. Et on était une sorte d'entreprise grande famille. Non, non, mais ça, je comprends. Quand on, quand on a décidé de vivre comme ça, c'est le droit le plus absolu, hein. D'accord? Voilà. D'accord. Mais je ne voulais pas abandonner qui j'étais euh, dans toute cette histoire. D'accord. Donc là, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, là, au jour d'aujourd'hui, on est le Alors 24 mai. justement, on y arrive. Donc je décide en fait de continuer ce choix de l'arrêt de mon travail. Je vais un petit peu dans leur sens. Je leur dis bah vous êtes content, maintenant vous n'avez plus à me reprocher l'éducation de mon enfant ou quoi que ce soit. Et puis j'ai arrêté de travailler à votre convenance. Alors j'ai fait un peu l'effet miroir. Je leur ai jeté le truc dans la figure, la patate chaude là. Et foutez-moi la paix maintenant. Et donc en fait, et c'est vrai, hein, puisque je suis en train de voir pour devenir mandataire judiciaire pour les majeurs protégés. Donc ça reste le même environnement et quelque chose qui me plaît beaucoup, d'aider les autres et surtout de l'État. Et en fait, donc pas plus tard qu'il y a 2 semaines, avant les faits, j'ai mon petit garçon qui m'appelle du mardi. Et je sens que dans son comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui? Il veut me dire quelque chose, mais il peut pas. Donc je me dis, si Raphaël ne m'en parle pas ou de la façon qu'il interprète les choses, j'ai pas de quoi m'inquiéter. Et surtout qu'il me dit à la fin de l'appel téléphonique, il me dit, mais maman, je t'appelle avec le portable de Théo demain, je pourrai mieux te parler. Pas de souci. Et de ce fait-là, donc du mercredi, moi je m'interroge, mais je me dis, ne précipite pas tout de suite, pas de garde à vous. Mon fils me rappelle du mercredi après-midi et il m'annonce que son petit camarade qu'il aime bien a ramené à l'école un opinel. Ah bon? Oui. Un opinel, c'est un couteau, hein, pour les gens Oh, qui oui, savent. oui, tout à fait. Un gros ou un petit? Parce que des opinels, Numéro 7. numéro 7, voilà, c'est important. C'est Voilà, déjà un bon couteau, un numéro voilà. 7. Donc je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Raphaël? Il me dit, maman, j'ai que quelques minutes, je me suis éloignée de Théo, je vais t'expliquer. Donc, l'enfant en question, on va lui donner un autre prénom, on va l'appeler Anthony, et Hmm. son camarade, on va l'appeler Abdel. Et, D'accord. et en fait, il me dit que Aurelio, en fait, aurait caché le matin l'opinel dans son manteau pour le ramener à l'école parce qu'il y avait un petit jeu entre Antonio et Abdel, deux histoires d'armes qu'ils voyaient en fait dans les jeux vidéo, etc. Puisque ces deux enfants-là jouent à Fortnite. D'accord. Ouais, c'est un jeu, c'est un jeu. Hmm. Voilà, moi je suis anti tout ça. Moi, mon fils ne joue qu'à Minecraft pour vous dire. Mais chacun ses idées sur le sujet. Moi, je refuse catégoriquement que mon fils joue à ces jeux-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il m'explique que ils ont joué à la récré avec cet opinel, alors pas Raphaël, hein, et qui n'a pas voulu s'en mêler. Il voulait pas d'histoire, Raphaël, et qui sont partis donc de l'après-midi à la piscine. Donc il y a des rangées en fait dans le bus, d'accord. Et Raphaël était en fait derrière Aurelio et enfin Antonio et Abdel. Donc il voyait entre la rangée des sièges qui jouait avec cet opinel. D'accord. Et l'enfant qui avait le couteau dit à Raphaël, oh, tais-toi, ne t'en mêle pas, sinon ça va te retomber dessus. Alors mets-toi de tes fesses. Raphaël, lui, dans son monde, qui s'en fiche, continue à discuter avec son camarade Paul à côté du bus. Et l'histoire s'arrête là. Et qu'après, il y a une dispute qui éclate entre les deux enfants au moment de la vie quotidienne, donc à 17h, que l'enfant déteneur du couteau a appelé l'éducateur pour récupérer son couteau parce que l'autre enfant, pour lequel il a prêté l'opinel, ne voulait plus lui rendre. D'accord. Voilà, ni une ni deux. Moi, en plus, l'enfant qui détenait ce couteau, d'accord, il était dans la chambre de mon petit garçon. Et ce même enfant-là, il a une mesure judiciaire avec ses parents. D'accord. Donc, il est déjà suivi et en plus de ça, cet enfant n'a rien. Malheureusement, et l'école n'est pas adaptée à cet enfant puisqu'il a un trouble du comportement violent. D'accord. Ah oui. S'il a un couteau, ça peut devenir dangereux. Voilà. Et sachant que moi, mon fils est dans sa chambre, je tolère pas ça du tout.
Ah oui, Donc voilà, j'appelle le directeur de l'école qui est absent, j'appelle le responsable qui n'est même pas au courant de l'histoire. ah oui, d'accord. Voilà, donc moi j'étais aberrée de la situation. Le lendemain, la directrice m'appelle, d'accord. Je la préviens que j'ai prévenu la circonscription donc de l'éducation nationale que si j'ai pas une explication rationnelle, je vais finir par appeler le policier référent parce que chez nous on a des policiers référents dans les écoles. D'accord. Voilà. Et parce qu'on connaît en fait les agissements de la directrice, parce que c'est une directrice qui a été mise au placard, hein, clairement, et qui a eu la chance de pouvoir aller dans cette école. Et essaye d'étouffer l'affaire en m'expliquant que les parents auraient pris durant le week-end le sac de l'enfant pour aller pique-niquer. Dans mon entourage, rien que prendre les affaires personnelles d'un enfant pour aller pique-niquer, ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Pique-niquer avec un Opinel, ça a du sens, il n'y a pas de problème. Et que, en fait, le parent aurait rendu le sac de l'enfant, aurait préparé ses affaires, aurait oublié l'Opinel, et que l'enfant arrivait à la vie scolaire, aurait ouvert son sac et aurait dit tiens, un Opinel, excusez-moi, monsieur l'éducateur, mes parents ont oublié l'Opinel. Sauf qu'on a 2 enfants qui valident la version de mon fils en disant non, non, Anthony, toute la journée, à jouer avec l'Opinel à la récréation. D'accord. Ouais. Donc, je demande à la directrice de prendre des mesures en adéquation avec les faits parce que pour moi, c'est assez grave. Et je lui explique que c'est pas parce qu'on voit les enfants. Donc, tout ça, ça se passe en quelques jours. Hein. Donc, moi, de ce fait-là, je lui dis que je veux la voir dans son bureau et que je veux que l'inspecteur académique en référence soit reçu en même temps pour éclaircir cette histoire. Et de là, elle me dit non, non, vous inquiétez pas, j'ai déjà vu ce matin les enfants, enfin les parents et l'enfant avant de vous voir, je leur ai remonté les bretelles, c'est terminé. J'ai dit non, je suis désolée, ce n'est pas terminé, moi ça ne me rassure pas pour la sécurité de mon enfant. Ce qui aurait été une mesure en adéquation avec les faits, c'est que l'enfant doit continuer parce qu'il a le droit d'être scolarisé, il doit continuer d'être à l'école. En revanche, il aurait dû avoir une mise à pied d'internat, le temps de pouvoir enquêter sur pourquoi cet enfant a ramené un Opinel à l'école. Eh bien, c'est vous qui devenez le problème quand c'est vous qui mettez le doigt et qui expliquez les choses rationnellement parlant. Donc, comme en fait l'école retouche des subventions par la région, ils refusent d'enlever un pensionnaire de l'école. C'est soit il fait l'école et le pensionnat, soit rien du tout. D'accord, oui. C'est financier en fait encore. Tout est financier, tout est un business financier. Donc de ce fait-là, je recontacte mon assistante sociale qui prend rendez-vous avec la directrice. Tout le monde étouffe tout le monde. Il n'y a rien de grave. Voilà. Ah oui. C'est le business qui est derrière. Voilà, moi je monte dans une colère, mais en plus j'apprends des soucis à côté qui sont voilà de l'ordre de la maladie, du décès, etc. Tout dans les jours qui tombent de cette histoire, et je perds mon sang-froid sur les services sociaux, clairement. Hein. Et je commence à plus savoir mâcher mes mots au point que sur l'OPP il est marqué vénérant, pardon. Et c'est vrai. Je ne le cache pas, j'ai fait pleurer l'assistante sociale et je ne m'en cacherai jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a demandé de me voir parce qu'elle me voyait dans un état de colère et parce elle me refusait le fait que je voulais continuer mettre Raphaël à l'école, mais que pour sa sécurité, il est hors de question que je le laisse à l'internat. Donc, je déposerai mon enfant à l'école et j'irai le chercher le soir. Et que de toute façon, je suis la représentante légale de Raphaël et responsable. Et que pour sa bienveillance et sa sécurité, que ça plaise ou non, c'est moi qui décide. Tant que je ne suis pas reçue par l'éducation nationale, mon enfant ne réintégrera pas l'internat, point à la ligne. D'accord. Ben oui, c'est un droit. Voilà. Donc, du vendredi, je suis reçue par l'assistante sociale donc à la maison d'unité l'UTPAS. Là où est-ce qu'il y a le service de l'enfance et de la protection sociale, etc. Et donc, en fait, commence un jeu très, très malsain, mais vraiment très malsain,
où elle détient des propos qui me fatiguent, où je lui demande en fait de l'aide qu'elle ne me donne pas, et où je veux travailler tout simplement la scolarité de Raphaël l'année prochaine. Et je lui demande en fait d'appuyer ma dérogation d'école de quartier de Raphaël pour pouvoir travailler son autonomie. Ça veut dire qu'il apprenne à aller à l'école tout seul et d'y revenir, hormis l'hiver parce qu'il fait noir. Et de là, elle me répond non. J'ai dit, vous voyez, tout ce que je vais vous demander dans cet entretien, moi, je vais monter crescendo dans une colère. Vous allez continuer à dire non et ça va pas fonctionner et ça me gave. Et de là, je lui ai clairement dit, j'ai dit, si vous me dites 2 fois non, je prends la porte et je m'en vais et je resterai sur mes positions. Et donc, elle m'avait dit non pour la première fois pour la dérogation. Et la deuxième chose la plus stupide qu'elle a pu me dire, c'est de me dire, Madame Prévost, vous voyez, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si Raphaël, l'année prochaine, il n'est plus à l'école, il est entièrement à la maison, comment vous allez faire pour gérer? Et de là, j'ai eu un petit sourire narquois et j'étais très, très dure dans ses propos. Et je lui ai répondu, j'ai dit, mais quand c'est les vacances scolaires, madame, et qu'il y a 15 jours de vacances ou 2 mois de vacances scolaires, vous ne vous souciez pas de comment est Raphaël. Vous ne vous souciez pas de ce qui se passe à la maison. Alors, qu'est-ce qui vous inquiéterait le plus? Qu'il soit entièrement à la maison. Ça n'a pas de sens, vos propos. Vous voyez, vous me proposez des propos incohérents à la réalité et vous essayez de vous justifier, mais il n'y a rien de justifiable. Et en fait, je la pousse, au point de lui dire que de toute façon, elle fait du 9h à 17h, tout ce qui se passe après ou les week-ends, elle n'est pas là pour le voir. La preuve en est, elle n'a jamais vu mon petit garçon, ni elle ni ses collègues, et ne sont jamais venus à l'intérieur de mon appartement. D'accord. Et de ce fait-là, elle me dit, ah mais Madame Magdalena, vous ne savez pas ma vie, vous savez, on a tous des vies compliquées. J'ai dit, bah voilà, encore une assistante sociale qui a des problèmes personnels et qui pense que dans son travail, elle va faire des miracles dans la vie des autres. Encore une. Et j'ai poussé comme ça, en fait, jusqu'à la faire pleurer, mais sans l'insulter, sans rien. Et à chaque fois que j'ai pu lui parler, ce qui me désinvolte et qui me met dans une rage et une colère, c'est quand vous dites vous. D'accord? Vous, pour moi, quand je dis vous, c'est votre institution, vous, le département, vous, l'ASE. Ils ont toujours cette fâcheuse tendance à mettre le vous à leur propre nom à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ils se personnalisent, en fait. Exactement. Et ça me met dans une colère, mais noire. Donc, je finis par dire, vous voyez, je ne peux pas échanger avec vous. Parce que dès que je dis quelque chose concernant l'institution ou quoi que ce soit, vous le prenez à votre effet personnel. Et ça me dérange. Ça veut dire que vous n'êtes pas une bonne professionnelle et vous n'avez pas le discernement pour gérer des situations conflictuelles et que vous ne savez pas faire une prise de recul nécessaire entre vous et votre travail. Donc, vous ne pouvez pas nous accompagner. Je suis désolée. Oui, mais c'est parce que Magdalena, elle a un statut particulier qu'elle peut dire tout ça, en fait. Hein. Ben, je travaille pour le département. Hein? Je travaille pour le département, oui. Donc, c'est grâce à ce statut-là qu'une forme de vérité est capable de s'afficher. En fait. Tout à fait. Mais cohérent, toujours cohérent. Voilà. Mais je dis ces propos face à cette dame avec énormément de caractère latin, vous voyez, même un peu parfois le ton qui se lève, voilà, mais vraiment avec une fougue et le côté ardent parce que c'est la maman qui crie, qui se dit mais mon Dieu, on arrive dans une société où tout se normalise et on doit se taire. Ah oui, voilà. Mais, ça me rappelle certains sujets que j'ai développés avec des responsables de l'ASE qui ont fait des émissions avec moi. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, Vanessa ou bien... donc, ce qui est important, justement, c'est que quand on est professionnel dans le milieu puis qu'on essaie de contester un dysfonctionnement mécanique du système, eh ben, ça revient dans la tête de celui qui critique le système, en fait. Exactement. Eh ben, vous êtes encore un autre épisode qui racontait la même chose. Mais sauf que là, les propos ont été très très loin. C'est que moi, on m'a vraiment tapé sur les doigts, on m'a acculé, on m'a donné un coup de bâton dans les jambes pour me faire agenouiller. Et ils ont réussi, hein, clairement.
Donc, en fait, vendredi se passe où je récupère mon petit garçon. Mon petit garçon connaît sa maman. J'explique que maman, elle va pas très très bien, qu'elle est un petit peu en colère et que comme de toute façon, il s'en va à l'internat, maman va suivre l'instinct de son petit garçon et que je lui annonce que maman est de son côté, il n'ira plus à l'internat, mais il continuera à l'école. Donc mon fils très content. Je lui explique que j'ai juste besoin d'une matinée pour redescendre. Donc on est vendredi, je continue ma vie avec mon petit garçon. Samedi matin, je lui dis Raphaël, vraiment, j'ai besoin de souffler. Je peux pas parler. Je m'excuse, mais là, maman, elle a besoin de redescendre parce que là, j'ai besoin de prendre du recul, mon petit chéri. Elle me dit, c'est pas grave, maman, je t'aime, je vais m'occuper. J'ai dit, voilà, est-ce que tu peux jouer avec ton papa 2 minutes, le temps que moi je puisse reprendre mes émotions parce que c'est encore tout frais d'hier. Vendredi, sachez que vendredi, j'ai l'appel de cette chef de service qui me dit, Madame Prévost, je vous ai envoyé 2 agents chez vous. On aimerait vous voir. Elle a envoyé 2 agents des services sociaux. Et ils voulaient savoir quoi, ces 2 agents? Si tout se passait bien à la maison, parce que je venais de leur rouspéter tout. Donc, je lui explique que je suis avec des amis, c'est pas vrai du tout. Hein. J'étais avec des amis, mais on n'avait pas envie de les recevoir chez nous, il était hors de question, il n'y avait aucun intérêt que je les reçois à la maison, surtout que j'avais mon petit garçon et qu'émotionnellement, moi, j'avais pas redescendu. Et que c'était prendre un risque de les faire rentrer chez moi, de me remettre en colère et surtout devant mon petit garçon, il était hors de question. D'accord. Voilà. Donc, quand on connaît le système, on est plus prudent, hein. Voilà. Et c'est surtout que je voulais pas que mon fils sache tout ça. Pour moi, pour lui, tout ça, c'est secret. Il ne connaît pas. Voilà. Et que je protège tout ça de mon petit garçon. Puis il n'a pas à savoir ça à 9 ans. Lui, il doit jouer et c'est tout. Et donc, en fait, je lui dis, écoutez, je veux bien venir dans 20 minutes, mais laissez-moi le temps de réfléchir parce que là, je suis avec des amis, etc. Je reçois un coup de fil. Et j'ai une amie, malheureusement, qui m'annonce que sa maman vient de décéder. Donc là, à l'heure actuelle, c'était mon ami avant qui a toujours été là pour moi et mon petit garçon et pas les services sociaux. Donc j'ai pris le respect de rappeler en expliquant que malheureusement je ne pourrais pas honorer le rendez-vous, mais que je reviens vers elle en temps voulu, mais que là j'ai besoin de souffler dans le week-end et de laisser redescendre la vapeur. Et de là, elle me dit oui, mais j'ai besoin de vous voir. J'ai dit mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vous cherchez à placer mon petit garçon ou quoi? C'est une très bonne question. Et de là, elle me répond, mais pas du tout, Madame Prévost, c'est qu'on vous voit en colère et on vous voit que vous n'arrivez pas à redescendre. J'ai dit, écoutez, ma colère, elle a toujours grondé. Et elle en restera tant que vous n'agissez pas, que vous ne prenez pas vos responsabilités avec le pouvoir qu'on vous a donné. Vous êtes une chef de service, faites votre travail. Sur ce, je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et j'aimerais profiter avec mon petit garçon. Ça s'arrête là. Samedi, donc on est toujours vendredi après-midi, 15h. Elle avait le temps d'agir. Écoutez bien l'histoire. C'est que vendredi, rien ne se passe. Samedi, rien ne se passe. Dimanche, un week-end merveilleux. Du lundi, je dépose mon enfant à l'école. Je vais le rechercher. Tout se passe bien. On est heureux, on est ce que vous voulez. Mardi, je dépose mon petit garçon à l'école. À 14h, on m'appelle pour me dire que mon enfant a été retiré, placé dans les services sociaux. Oui, tout à l'heure. Pardon, vas-y, Magdalena. Donc, on me prévient, en fait. Donc, mardi, je dépose mon petit garçon à l'école. Donc, lundi, il a été à l'école. Il rentre à la maison, tout va bien. Mardi, je le redépose à l'école. Je lui dis, maman, on va te faire des petites lasagnes à l'italienne comme tu les aimes bien. Et petite surprise du jour, je te fais tes petites verrines de tiramisu à la framboise fraîche et du spéculoos. Donc, voilà. Ah oui, oui. Et en plus, il allait à la piscine, on était contents parce qu'il adore la piscine, etc., etc. Moi, toute contente, je fais mes petites lasagnes. Il est 14h30. Je fais mes petites lasagnes pour mon petit garçon, préchauffage, etc. Je reçois un coup de fil et on m'annonce en fait la mise de placement de mon fils par le parquet. Quand, le lundi? Mardi. Le mardi. Voilà. Non. Si, donc en fait, ce qu'il faut savoir dans l'histoire, attendez, vous n'avez pas la réelle raison. On m'annonce que comme je n'arrivais pas à décolérer et qu'en plus de ça, j'avais arrêté les soins CMPP la semaine d'avant, pour eux, c'était une mesure nécessaire à placer mon petit garçon.
Non. Si. Mais j'essaye de comprendre. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas tenable. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Surtout que vendredi, samedi, dimanche, du lundi, ils m'ont pas appelé, ils n'ont pas appelé l'école, ils n'ont pas mesuré Raphaël. Il ne s'est rien passé du lundi. Et je dis à la responsable de l'ASE, enfin de la protection de l'enfance, mais je comprends pas. Je comprends pas. Dites-moi, vous avez aucun signalement, vous n'avez pas une mesure préoccupante, vous n'avez jamais eu mon petit garçon. Qu'est-ce qui se passe pour vous, du mardi matin, vous vous réveillez, vous placez mon petit garçon, c'est pas possible. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur quoi, Magdalena, pour enlever l'enfant? Alors, au téléphone, moi, c'est ce que j'ai. Quand je reçois l'OPP du lendemain, d'accord, du lendemain, il est marqué précisément, la première phrase qu'il est marquée sur l'OPP, Madame X, Magdalena, est en place à l'ASE de ses 2 ans et demi jusqu'à sa majorité. Rien que cette phrase-là n'a rien à faire dans un OPP. Pourquoi il est marqué sur l'OPP que j'étais une enfant pupille d'État? C'est un argument pour pouvoir justifier ce qu'ils disent en dessous. Alors attendez, c'est pas le pire. Madame X, voilà. Donc, nous avons comme suivi Raphaël Prévost. Donc, je vous rappelle que depuis 2 ans, ils n'ont jamais vu Raphaël. Ils ne lui ont jamais parlé. Rien. Mais ils suivent Raphaël. C'est étonnant quand même. Et donc, de là, des menteurs professionnels. Mais attendez, le plus beau mensonge, il arrive. Et là, si j'avais pas eu mes amis autour de moi, si j'avais pas eu, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que mon petit garçon a 9 ans, il a perdu sa maman en mai, à la même époque, à 9 ans, en décembre. Le jour de Noël, je perdais ma maman. Donc, on me fait revivre ma plaie ouverte. D'accord. Et de là, il est marqué la phrase suivante. Madame a perdu son travail et est très en colère. De ce fait, tient des propos entre parenthèses à caractère suicidaire. Ah, la manipulation, putain. La construction du mensonge pour pouvoir justifier. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'ils font, de toute façon, dans tous les dossiers. Alors, Magdalena qui travaille dans les services sociaux, c'est pire, parce que capable de dénoncer des choses en interne, pour eux, c'est dramatique. Hein. Ce témoignage-là, pour eux, il est révélateur du système. Franchement, au-delà d'une maman à qui on enlève l'enfant, il y a le mécanisme social qui est derrière. Et comme le service social, il est, on va dire, maqué avec le service juridique, parce que pour que le procureur rédige une OPP, elle est du procureur. Le procureur, il a été maqué avec qui? Avec les services sociaux. Tout à fait. C'est ça qui est incroyable. Donc les premiers des menteurs, c'est quel service des services sociaux alors? C'est l'ASE? Ah non, c'est avant l'ASE. C'est les services lambda. Voilà. En fait, c'est un règlement. Mais qui sont quand même payés par les services sociaux. Exactement. Donc c'est la boucle. Hein, voilà. D'accord? C'est pas directement les services sociaux de l'ASE, mais un des services qui finance. Exactement. Vous avez tout compris. Non, ben bien sûr. Ben, et il faut savoir que l'ASE et les services sociaux sont dans le même bâtiment. Ben bien sûr. C'est pas moi qui le fais, mais je délègue quelqu'un pour le faire. Voilà. Hein? Mais attends, ils délèguent quelqu'un qui paye eux-mêmes. Hein? Ah ben bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Mais après, on va parler de business parce que c'est tombé cet après-midi. Et là, j'ai dit, il faut que j'en parle parce que c'est grave. Et donc, en fait, bref, donc je suis en train de travailler avec la responsable de la protection de l'enfance parce que j'estime pour gagner ma main levée, parce que je vais demander une main levée, bien évidemment avec une mesure AEMO qui va me servir strictement à rien. Je vois pas en quoi aujourd'hui ça peut m'aider. Et clairement, je leur demande de justifier leurs propos. Et là, ça devient d'un rocambolesque. Alors, tout simple, ils me disent qu'en fait, quand je me suis énervée lors de mon rendez-vous à l'UTPS,
concernant l'opinel dans l'école et que j'allais retirer mon enfant, j'aurais dit les propos suivants. Vous attendez quoi? Que je me suicide? J'ai dit, mais ça ne tient pas la route ce que vous dites. Je suis en train de m'énerver qu'il y a un opinel dans l'école de mon fils et que pour sa sécurité, parce que je suis inquiète, je le retire de l'internat, mais je le laisse à l'école. Vous dites que dans ces propos-là, j'arrive à glisser la phrase de vous attendez quoi que je me suicide? Ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de me dire. Ah putain, oui, c'est bas. Alors, quand tu les prends dans les contradictions comme ça, comment ils réagissent? Mais attendez, c'est pas fini. Le plus beau, c'est que j'ai dit, on va maintenant avoir un discernement et être très factuel. Donc, vous avez repéré donc cette faille-là du mercredi. Donc, vous êtes inquiété mercredi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez attendu jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et que vous avez fait que l'OPP mardi? Ça veut dire que si j'étais réellement quelqu'un de suicidaire, qu'est-ce qui serait passé dans le week-end? À l'inverse, qu'est-ce qui vous a empêché de faire une investigation à m'appeler, à appeler Raphaël à l'école pour être sûr que les propos caractérisés suicidaires, il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans le week-end. Donc ça veut dire que vous, le week-end, vous êtes tranquille, puis vous vous réveillez un matin, ah oui, c'est vrai, elle m'a dit un truc suicidaire. Franchement, c'est des menteurs professionnels. Hein. Toi, c'est ça qui me dégoûte en fait. Heureusement que c'est Magdalena qui le dit, qui l'expose, hein, parce que ça recoupe ce que disent plein d'autres mamans ou plein d'autres papas. Voilà. Sauf que toi, tu le fais par rapport à un métier interne, d'accord? Tu connais les symptômes et les dysfonctionnements. Moi, je trouve ça abusif. C'est honteux, c'est honteux. Franchement, le mensonge à ce niveau-là, il m'insupporte. Voilà. Alors, c'est encore plus beau. Maintenant, on va arriver parce que là, c'est une patate chaude hein, qui vient d'arriver. Il faut savoir que j'ai eu qu'une visite lundi. Elle est surveillée. Ils prennent pas de notes. Ils déposent l'enfant. Je sais même pas comment ils font leurs notes hein, parce que ils ont tellement de boulot que je sais pas comment ils font pour prendre le temps de faire des notes. Donc, à un moment, je dis, écoutez, mon fils a le droit à avoir un avocat. Donc, ça veut dire que pendant les visites médiatisées, l'avocat a le droit d'être présent avec mon fils pendant la visite médiatisée. On me l'a refusé. Mais qui le refuse? La protection de l'enfance me le refuse. Et pourquoi il refuse? Parce que, soi-disant, ça ne s'est jamais fait avant. Je dis, ah bah c'est évident, quand on ne donne pas les droits des personnes, ça ne peut pas arriver avant. Bien sûr. Donc ça, alors que c'est un droit légal, ils l'interdisent. Donc tout à fait. Ils sont ce qu'on appelle dans un abus de droit. Tout à fait. Mais c'est comme ça qu'ils font, hein, dans plein de dossiers. Alors, comme ça s'oppose à toi, Magdalena, qui est dans des services sociaux, qui connaît bien les mécanismes, ça doit sérieusement les emmerder. Hein. Et ton témoignage va sérieusement les emmerder. Je te le dis tout de suite. Hein. Bah, c'est le but. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça sera la conclusion après, mais là, la patate chaude qui est le plus important, c'est qu'on sait que mon fils a un trouble de l'alimentation. Ça veut dire que ça fait partie du trouble de l'attention. Ça veut dire qu'il ne va pas manger. Il va pas manger à la cantine. C'est très dur de faire manger à Raphaël, sauf à la maison. Voilà. Moi, j'arrivais à le faire manger. Donc, en fait, j'étais tellement inquiète que mon petit garçon soit placé. La première chose que vous pensez en tant que maman, c'est s'il a pas froid, s'il a bien dormi, s'il a mangé. Mon Dieu, s'il est habillé. Donc, la première chose que voilà, c'est que moi, je débarque, en fait, à l'UTPS avec leur accord le lendemain et je dépose un sac rempli de vêtements, repassés, propres, sa trousse de toilette, ses affaires personnelles. Et en fait, dans l'OPP, on m'a interdit de téléphoner à mon fils. On m'a interdit d'écrire à mon petit garçon. Mais une maman, quand elle aime son enfant et qu'elle sait qu'elle ne va pas le voir pendant 7 jours d'affilée, elle prend tous les risques. J'ai glissé une lettre dans le sac de mon fils, entre 2 photos. Et ben, ils ont fouillé le sac de mon fils avant de lui donner. J'ai un message vocal de la part de l'UTPS, donc de la responsable de l'enfance, qui me dit bon, comme c'est un long week-end, etc., etc., on va lire la lettre à votre enfant, mais on ne pourra pas lui laisser. Non. Si. Vous voulez que je vous le fasse écouter? Non, mais il faudra me l'envoyer parce que je la mettrai au bout de la vidéo, en fait. Hein? Avec grand plaisir.
Ouais, ce serait, franchement, parce que c'est le genre de truc, faut le mettre au bout pour montrer Voilà. jusqu'où ils sont capables d'aller. Faudra me Ah oui, non, l'envoyer mais par email. Faudra me l'envoyer par email et puis je le mettrai au bout de la vidéo. Parce avec que grand plaisir. il y aura le générique de fin, mais je couperai le générique et je la mettrai au bout. D'accord? Voilà. Hein, Voilà. Et après, là, c'est la plus grosse patate chaude et le plus important pour vous de comprendre, parce que là, je vais pouvoir mettre des mots sur quelque chose. Ça vient d'arriver, hein. J'avais rendez-vous aujourd'hui, c'était 16h30. Hein. Et donc, en fait, je m'aperçois donc lundi que mon fils a un t-shirt rose, d'accord, avec des paillettes dessus noires et qui ressemblait plus à un vêtement d'enfant-fille que de garçon. Sachant que juste après la visite, il retournait à l'école. Donc, je demande une première explication. Comment se fait-il que mon fils ne porte pas les vêtements que je lui donne et qu'en plus de ça, il a un t-shirt de fille. Donc mon fils, c'est vrai, il dit maman, c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas un problème qu'il ait choisi. Maintenant, on sait que dans les établissements scolaires, on est face à l'harcèlement scolaire. Donc, on va éviter de mettre de l'identité. Ça me dérange pas, moi, qui met du rose ou peu importe, c'est un gamin, voilà, il n'y a pas d'identité. Mais on est vigilants, les parents, pour éviter que les enfants soit harcelé à l'école. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu qu'on lui mette un t-shirt rose flashy avec des dauphins cousus avec des paillettes noires. ouais. Surtout qu'il avait ses propres vêtements. Et aujourd'hui, on vient de m'expliquer que Raphaël, dans son placement, il a une allocation quotidienne et que dans son allocation quotidienne, il a le droit d'avoir du vestimentaire. Ça fait partie du forfait de placement. Et moi, j'explique, j'ai dit, écoutez, moi, ça me dérange. Ça me dérange qu'on utilise cette subvention pour mon fils, alors que j'ai déposé des vêtements. Je préfère que vous utilisiez cette subvention-là pour un autre enfant qui vient d'arriver, qui n'a pas eu de vêtements, qui n'a rien eu et qui est malheureux, que mon propre enfant. Et de là, d'un sourire narquois, elle me dit, ah, au fait, Madame Prévost, vous savez toute la nourriture que vous avez, toute la préparation, parce qu'elle sait que j'ai cuisiné toute la nuit pour mon petit garçon, pour être sûr qu'il mange, parce qu'il ne mange pas là-bas. Il picore. Il picore. Donc, de savoir ça, il faut savoir que j'ai cuisiné toute la nuit des crêpes, des feuilletés au fromage saumon, des pâtes, des bolognaises. J'ai cuisiné toute la nuit. J'ai tout déposé dans des tupperwares, etc., frais, etc. Et elle a eu le culot gentiment de me dire avec un sourire que pour des questions d'hygiène, ils ont touché à la poubelle. Non. Si, je vous le jure. J'ai demandé qu'ils me font un écrit à ce sujet, qu'ils ont jeté toute la nourriture que j'avais préparée pour mon enfant, vu qu'il ne mange pas les préparations du département. Ils vont pas écrire. Ils vont pas l'écrire. Ah mais c'est pas grave parce que moi je fais renvoyer un mail, je ne lâche rien. C'est comme là, j'ai envoyé un mail en lui demandant de saisir le magistrat et de demander que j'ai plus de visites et de m'octroyer des appels à mon fils, etc. Ils n'ont pas le temps. Et ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de saisir un magistrat pour demander que j'ai un petit peu plus d'appels ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, l'assistante sociale qui s'occupe de Raphaël, je lui demande pour la bonne construction psychologique de mon fils, je n'arrête pas de demander que mon fils soit vu par un psychologue. Et là, on m'annonce que le foyer pour lequel il est placé, la psychologue est overbookée. Elle ne peut pas recevoir Raphaël parce qu'elle a mi-temps. Donc ça veut dire que depuis le placement de mon fils, il a été vu par aucun professionnel. Alors on charcute mon fils, on me raconte tout et n'importe quoi. On m'accuse même que mon fils veut rester au Moineau. Donc au Moineau, c'est le foyer où est-ce qu'il est. Hein. Et ça m'étonnerait que mon enfant, moi qui l'ai vu, ils interprètent tout. Une phrase toute bête, par exemple, mon fils qui dit bah maman, si jamais je suis placée, essaye de voir en sorte que je parte chez papa. Mais je ne veux pas rester au Moineau. Cet après-midi, on me sort quoi? Que pendant la visite médiatisée, mon fils aurait dit clairement qu'il préfère rester au Moineau que rentrer à la maison. Et avec tout ça, voilà. Et quand je leur demande de se justifier, parce qu'à un moment, il y a des propos qui sont incohérents à rapport des faits, ils adorent me dire une chose, c'est « Ah bah si, j'étais avec un tel dans le bureau, elle pourra vous le valider. » Comme par exemple mon suicide, entre guillemets, Quand j'ai dit vous attendez que je me suicide, apparemment, donc j'ai la première version qui me disent qu'en fait elles étaient 3 dans les bureaux et ça criait tellement fort qu'elles l'ont entendu, mais personne n'a rien fait.
Et la deuxième chose, c'est que, soi-disant, c'était Madame Durand, la chef de service, qui était avec Madame Descamps, mon assistante sociale, d'accord, et qui aurait entendu les propos pendant l'appel téléphonique. Alors, une fois, c'était en rendez-vous, une fois, c'est au téléphone. Mais il n'y a rien, j'ai dit, mais expliquez que vous n'avez aucune preuve des propos que vous tenez. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, c'est chercher il faut qu'ils amènent les preuves. Mais quand on leur demande les preuves, c'est un peu, pour rebondir, c'est pourquoi les rapports des services sociaux ne sont jamais communiqués aux parents. Hein. Voilà. Et donc, en fait, je lui fais peur à cette dame parce que pour elle, les subventions, on parle toujours d'argent dans ce dernier rendez-vous que j'ai eu cet après-midi, c'est que je dis, mais ce n'est pas normal que c'est l'argent du contribuable qui doit rhabiller mon enfant. D'accord. Alors, en plus de ça, on donne une paire de baskets neuves à mon fils Puma. Alors, moi, je suis anti-marque, hein, anti tout ça. Alors que mon fils sait faire ses lacets. Pourquoi on donne des baskets à un enfant sans lacets? À votre avis? Bah, pour pas s'embêter de les faire à sa place. Non, mais voilà. Et quand on me dit, mais Madame Prévost, c'est normal, et moi je suis rassurée, donc l'assistante sociale qui me dit, moi je suis rassurée que votre enfant a été rhabillé, parce que ça prouve que les subventions qu'on donne à l'établissement sont bien utilisées à cet effet. Ouais. Et on ne prend pas en considération que moi, en tant que maman, je n'accepte pas l'argent du contribuable et que c'est mon devoir de rhabiller mon enfant. C'est pas à l'État de rhabiller mon enfant. Et bien ça, ils n'entendent pas. Ben oui, ça les arrange pas. Bon, Magdalena, oui. C'est un beau témoignage. Hein. On arrive à l'heure de comment dirais-je du rapport. Je pense qu'on sera même à même de refaire un autre épisode. S'il y avait des choses qui évoluaient dans le temps, ce genre de témoignage pour moi est important entre une professionnelle du milieu qui est victime de son propre milieu, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de témoignage. D'accord? Voilà. Donc, alors, Magdalena, si on avait un mot de la fin avant que je reçoive par email le petit message que je mettrai au bout, d'accord? S'il y avait un mot de la fin pour conclure ce premier rendez-vous, ce serait quoi? De ne jamais être affecté par les interprétations, parce que eux, ils ne font que interpréter. Et leur interprétation, ce n'est pas vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez fait. Vous ne leur devez rien, ils vous doivent tout. N'oubliez pas que leur emploi, c'est grâce à vous. Ouais, c'est ça. C'est un très beau final, en fait, pour Magdalena. J'ai plus qu'à te remercier de ton témoignage. On va rester en contact, bien entendu, parce que il y aura peut-être dans le futur un autre épisode. Mais en tout cas, celui-là, j'attends le petit clip audio que je mette au bout et je mettrai en ligne dès demain matin je t'enverrai les liens sur les réseaux sur lesquels c'est, d'accord? Mais je pense que tu feras partie des témoignages qui auront beaucoup de commentaires. Ah bah, je croise les doigts. Alors pas de hacker, s'il vous plaît. Non, mais ça va circuler. Magdalena, je te remercie beaucoup. J'envoie le générique de fin, d'accord? Hein? Que tu vas regarder. Et puis, je coupe la communication, même si on doit se parler encore une minute après. D'accord? OK? D'accord. Merci, Magdalena. Merci.